Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'entretien de ce dimanche 16 juin 2019. Les élections professionnelles pour la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont eu lieu ce samedi 15 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Des élections qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité, même si l'on a assisté à une campagne électorale houleuse. Mais l'on peut désormais dire tout est bien qui finit bien en attendant la proclamation officielle des résultats par la Commission électorale autonome de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, CEAC. Alors, que retenir finalement de tout ce processus électoral et quelles en sont les grandes leçons? On en parle ce dimanche avec notre invité Franck Kochemé. Bonjour. Bonjour, bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs. Voilà, Franck Kochemé, vous êtes journaliste, vous êtes d'ailleurs ancien président de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Et d'ailleurs, il y a de cela quelques mois, vous avez déposé le tablier au niveau de ce poste pour pouvoir candidater pour les élections professionnelles à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais vous êtes aussi écrivain. Il y a de cela quelques jours, vous avez encore publié un ouvrage et votre premier ouvrage remonte en 2014, un ouvrage intitulé « Le talon d'Achille de Boniaï ». Votre dernier chef-d'œuvre remonte au mercredi 12 juin 2019 avec pour titre « Le journalisme et moi ». Une œuvre d'ailleurs publiée aux éditions Plume Soleil. Voilà donc globalement qui vous êtes, un journaliste écrivain. Et avec vous, nous allons donc passer en revue toute l'actualité liée à notre corporation de journalistes au Bénin. On fera donc le débriefing de toutes ces élections professionnelles pour la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais vous nous direz également quelles sont vos visions pour ce métier à travers la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous aborderons ensuite l'actualité sociopolitique nationale avec la résurgence des actes de violence à Tchaourou et à Savère. Vous nous direz également ce que vous en pensez et ce que vous pensez que l'on peut faire pour pouvoir sortir de cette situation. Et cette émission est diffusée en direct sur l'ensemble des canaux de diffusion de notre chaîne de télévision E-Télé à travers notre fréquence terrestre locale à Parakou, mais également sur l'ensemble de nos fréquences satellitaires, sans oublier nos plateformes de relais numériques que sont nos pages Facebook, Twitter, YouTube, intitulées E-Télé Parakou. Mais il faut aussi le dire, cette émission est également relayée en direct sur l'ensemble du réseau du groupe de presse Le Matinal, à savoir les radios Océan FM et Urban FM. Une fois encore, Franck Kochemé, merci d'être là. Ouais. Alors, Franck Kochemé, comment vous sentez-vous au lendemain des élections professionnelles pour la 6e mandature de la HAC? Oui, merci. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être dans vos locaux. Il faut dire que c'est ma première sortie après une campagne suffisamment tumultueuse. Ah oui. Oui, vous l'avez rappelé, j'ai dû démissionner de mon poste parce qu'il était, dans nos tests, il y avait incompatibilité entre le poste de responsable d'association et être candidat pour les élections à la HAC. Sinon, mon mandat devrait finir le 5 septembre prochain. Mais j'ai dû démissionner le 1er avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. Le 1er avril pour me consacrer à ces élections. Et je puis dire que tout est bien qui finit bien. Selon les tendances qui se dégagent, dans ma catégorie, la presse écrite, les professionnels des médias s'accordent pour que je sois la représentante dans la prochaine mandature. Je ne peux que les remercier pour cette confiance renouvelée. Vous savez, j'ai un parcours associatif bien rempli. J'ai été secrétaire général de l'UPMB, puis président 2 fois. Tout ça, c'est des postes électifs. Je viens de gagner encore, en attendant la confirmation des résultats par la commission électorale. Je viens de gagner à nouveau un poste électif. C'est la preuve que les problèmes des médias croient en moi. Et je saurai travailler pour ne pas décevoir cette attente des problèmes des médias. Un sentiment de fierté? Oui, naturellement, lorsque vous ambitionnez quelque chose que vous finissez par l'avoir, vous ne pouvez être que fier. Fier pour tous ceux qui ont cru en moi, qui ont travaillé avec moi. Avec les moyens de bord, nous avons su parcourir monts et vallées. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Justement, est-ce que ça a été stressant quand même, cette période électorale? Suffisamment stressant. Suffisamment stressant. D'abord, il faut dire que je ne voyais pas autant de candidats dans ma catégorie. Puis après, nous sommes retrouvés à 4. 4 candidats. 4 candidats.
Puis, vous savez, c'est comme toute campagne, hein, elle a été faite de tout, hein, d'injures, peu s'en fallait qu'on allait dire que je n'étais pas le fils de mon père. On a inventé plein de trucs sur moi. Et les parties stressantes, c'est également le côté financement. À un moment donné, vous savez, les élections avaient été programmées pour être tenues le 1er juin. Et finalement, ça a eu lieu hier, 15 juin. Donc, il y a la question du financement. Ça a été stressant, suffisamment stressant. Parce que plus ça dure, plus nous, on ne se sentait pas très bien. Parce qu'une campagne, même si la CEA nous a limité, le code électoral nous a limité dans les dépenses, mais plus ça dure, plus ça vous fait dépenser. Et la plus grosse partie du stress était vraiment hier. C'est vrai, on y avait cru, on savait que nous serons portés. Mais nous avons eu tous les résultats. Il y a 14 postes de vote. Nous avons eu tous les résultats, nous avons eu 13 postes. Et j'étais en avance de 38 points. Mais on attendait le Grand Cotonou. Le Grand Cotonou, il y avait quelques 230 votants. Et alors, ça a duré environ 1h30 ce stress-là. Ça pouvait tout changer d'ailleurs. Oui, basculer rapidement. Il suffisait qu'un candidat, ou le candidat qui me suivait, ait quelques 39 points plus que moi à Cotonou. Et c'est fini. Ça a été des moments durs hier, très, très, très durs. Au niveau du staff, tout le monde était stressé. Par moments, on essayait de faire le forcing, de déstresser. Puis finalement, la bonne nouvelle est tombée. Alors justement, Franck Pouchemin, lorsqu'on fait tout ce parcours-là, avant même de prétendre aller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, vous avez accédé à plusieurs postes électifs. Si les professionnels ne cessent de vous faire confiance, est-ce que c'est parce que vous avez quelque chose de particulier? Bon, je crois que dans l'opinion publique, ce qui se dégage, je n'aime pas souvent parler de moi-même, mais je suis obligé de dire quelque chose, c'est-à-dire que dans l'opinion se dégage une certaine accessibilité. Voilà, c'est ce qui a joué. Une certaine ouverture. Une certaine ouverture d'esprit, le sens de l'écoute. Pendant mes mandats, figurez-vous, en 2007, j'ai été élu secrétaire général. Pour 3 ans, Maître Brice Soussou était le président. J'ai travaillé sous lui pendant 3 ans dans le secrétaire général. J'ai été la pièce maîtresse par le président de ce mandat. J'ai été son directeur de campagne pour le renouvellement de son mandat. On a parcouru tout le Bénin. Mais à la fin, le jour de l'AG, on a fait l'AG à la coupole du ministère des Affaires étrangères. Et quand on a fini de désigner tous les postes, un militant qui était venu de Kérou me disait, mais président, c'est quoi? Bon, j'étais AG. Il dit, AG, c'est quoi? Tu es où? Il ne me voyait pas dans le bureau. J'ai dit, oui, je n'ai pas voulu renouveler, je n'ai pas voulu remplir. J'ai voulu laisser d'autres faire l'expérience. Donc, de 2010 à 2013, j'ai été absent dans les instances de l'Union. Puis, je suis revenu en 2013 en tant que président. Ouais. Et on m'a renouvelé le mandat en 2016. J'ai toutes ces étapes, je me suis mis à la disposition des professionnels des médias. Le PMB n'a pas de gros moyens, mais les moyens de bord, nous avons mis ça à la disposition des professionnels. Nous sommes à l'écoute. On n'a pas pu contenter tout le monde. Il y a eu des mécontents, c'est vrai. Mais la grande partie s'est accordée à reconnaître que nous avons travaillé. Nous nous sommes oubliés pour mettre l'intérêt public au devant. C'est ça certainement qui a joué dans ces élections professionnelles que nous venons de finir en beauté. Donc vous êtes parti de l'UPMB avec un sentiment de devoir accompli. Devoir accompli. Devoir accompli. C'est vrai, je regrette de ne pas pouvoir être en Assemblée générale en juillet, oui, août, pour pouvoir aller rendre compte. J'ai été élu, j'ai été mandaté. Il était de bon temps que je revienne dire à mes mandats, voilà ce que j'ai fait. Malheureusement, je ne pourrais pas. Et lorsque j'ai démissionné le 1er avril, j'ai écrit à la première vice-présidente, Zaki Alatouni, pour dire, vous transmettrez en Assemblée générale à nos militants tous mes regrets de ne pas pouvoir être là pour leur dire ce que j'ai fait. Mais j'assume tout ce qui a été fait au nom des 15 membres du bureau. Alors, de votre position, vous avez géré les professionnels des médias. Quel regard portez-vous sur la corporation? Oui, je crois que nous avions eu un bilan. Pendant les 6 ans que j'ai passé à la tête de l'Union, nous avons travaillé. Nous avons, par exemple, réussi à doter la corporation d'un nouvel arsenal juridique.
Vous savez, nous étions dans un environnement juridique très éclaté. La presse écrite était régie par une loi héritée du colonisateur. L'audiovisuel a été régi par une loi adoptée au lendemain de la conférence nationale. Puis il y a l'éthique qui n'était du tout pas réglementée jusqu'en 2015. Ouais. Donc nous avons pris comme défi de pouvoir avoir un outil juridique unique pour la corporation. Lorsqu'on parle de presse écrite, les journaux, les télévisions, les radios, lorsqu'on parle des organes de presse en ligne, nous devons avoir un document unique qui réglemente tout ça. Et nous avons réussi ces paris. Le Code de l'information et de la communication qui est finalement arrivé en 2015 avec comme gain la suppression des peines privatives de liberté. C'était important d'avoir tout ça là. Parce qu'au moment où on dit le Bénin, la liberté de la presse, que nous étions champions, etc., et on pouvait encore envoyer les journalistes en prison. Dans notre sous-région, nous étions pratiquement les derniers à pouvoir sortir de notre test la peine privative de liberté. Et pareil, on s'en réjouit. Malheureusement, au moment en 2015, où nous adoptions ce code, où le premier souci était de pouvoir doter la corporation, le secteur des médias d'un seul test, nous avons été surpris par la TNT. En 2014, il y avait été utile de disposer d'une loi qui permet de réglementer, vous avez l'UIT avait imposé qu'en 2015, nous puissions passer à la télévision de l'analogique au numérique. Donc il fallait le cadre réglementaire pour accompagner. Donc il était urgent de faire une loi qui organise ce secteur. Donc la loi sur la radio numérique est intervenue en 2014. Puis l'année passée, en 2018, nous avons eu le code du numérique. Donc finalement, le souci que nous avions, à savoir doter la corporation d'un outil juridique unique, ce souci finalement n'a pas été atteint. Donc désormais, nous parlons de 3 tests, sans oublier la loi organique sur la RAC. Voilà. Donc avoir un outil juridique unique n'était plus possible aujourd'hui. Nous avons 3 tests qui organisent le secteur des médias. Il y a également la loi organique et le règlement intérieur de la RAC et autres tests. Mais le vote du Code de l'information 2015, est-ce que cette loi-là a changé quelque chose dans le fonctionnement même du journalisme au Bénin? Oui. D'abord, une innovation importante. Jusqu'en 2015, on ne pouvait pas dire qui est journaliste. Si qui est journaliste, d'accord. Mais qu'est-ce qu'un journaliste? En 2015, il n'y avait pas une définition, aucun test. Il fallait aller référer à la doctrine, aux auteurs. Mais la loi de 2015 a défini qui est journaliste. Ça, c'est une innovation importante. La loi de 2015 a pris en compte également, le Code de l'information a pris en compte même dispositions contenues dans le Code de déontologie, mais qui n'avaient pas une force coercitive. Vous savez, le Code de déontologie, on dit, bon, c'est le tribunal des pairs, mais l'ODEM n'a pas compétence en dehors des communiqués, en dehors de quelques points qu'on pouvait vous arracher dans le cadre de la répartition de l'aide de l'État à la presse privée. On n'avait pas une force coercitive au niveau de l'ODEM. Donc nous avons repris certaines dispositions concernant les obligations dans le Code de déontologie que nous avons insérées. Nous avons fait insérer, évidemment, nous ne sommes pas législateurs, donc nous avons fait insérer par le législatif dans le Code de l'information. Et on a donné une certaine force au Code de l'information. Nous avons, les députés ont voté le Code de l'information avec des dispositions qui organisent mieux les entreprises de presse. Il y a juste là, il n'y avait pas une organisation. Hein? Donc, il faut créer une entreprise. C'est une exigence de la loi désormais. Ouais. Le Code de l'information dit également qui peut diriger un organe de presse. Hein? Donc, pour être directeur de publication d'un organe, parce que vous savez que le directeur de publication, c'est le responsable en dernier ressort d'un organe de presse. Et pour être directeur de publication, suivant la loi, il faut avoir 10 ans maintenant. Il faut avoir la carte de presse, par exemple. Vous savez, il y a suffisamment de dispositions. Il y a la question de l'accès aux sources d'information. Jusqu'en 2015, aucun test ne disait comment est-ce que nous allons aller prendre l'information de l'administration. Lorsque vous êtes refoulé, vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aujourd'hui, tout un chapitre a été consacré à l'accès aux sources d'information. Également avec les voies de recours. Lorsque vous allez, que vous n'avez pas une suite favorable, il y a les délais dans lesquels vous pouvez saisir la RAC. Vous pouvez même vous en référer à la Chambre administrative de la Cour suprême. Oui. C'est vrai que tout ça, ce n'est pas encore bien appliqué. Tout ça, nous-mêmes journalistes, nous n'éprouvons pas encore la loi, malheureusement. Mais il y a suffisamment de dispositions innovantes dans le Code de l'information et de la communication. Il me plaît également de revenir sur l'article 177 qui parle
du bureau de vérification de la publicité. Vous vous rappelez, lors de la 4e mandature, il y a une décision qui a interdit la diffusion sur nos médias, notamment audiovisuels, des communiqués, les publicités, des tradis thérapeutes. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y a 6-7 ans, les organes de presse, les radios ont été pris d'assaut par les tradis thérapeutes venus de tout part, même du Nigeria, qui vendaient tout. Ils vendaient même la mort. Ouais. Donc, la 4e mandature a été obligée de prendre des décisions pour interdire. Ouais. Mais quand nous sommes passés de la 4e à la 5e mandature, il y a un relâchement. Et on note à nouveau la prise de nos organes par ces vendeurs d'illusions. Mais la loi a réglé ça depuis 2015 et a imposé à la haute autorité de la communication de mettre en place le bureau de vérification de la publicité. Donc la qualité de la publicité. Lorsqu'on dit par exemple que la cigarette, lorsque vous devez faire la publicité pour la cigarette, il faut préciser que la cigarette nuit à la santé, des trucs comme ça. Il faut que cet organe naisse pour organiser la qualité de ce que nous proposons à nos consommateurs en termes de publicité. Ouais. Il y a suffisamment de dispositions innovantes dans le code de l'information. Le code de l'information et de la communication, c'est une révolution. Malheureusement, elle n'est pas éprouvée. Justement, à qui la faute alors si on n'éprouve pas suffisamment le code? C'est d'abord nous-mêmes journalistes. J'ai parlé de l'accès aux sources de l'information. Je n'en connais pas encore qui ait pu s'en référer à la RAC pour dire j'ai été à la mairie de Boycon, j'ai été au ministère des Mines, j'ai demandé telle information, je n'ai pas eu de suite. Malheureusement. Les compagnies continuent de se plaindre. Nous n'avons pas accès, nous n'avons pas. Mais la loi dit lorsque vous n'avez pas accès, réagissez. Hein? Demandez à être rétabli dans vos droits. Malheureusement. Il y a également la haute autorité qui n'a pas pris la mesure de tous les pouvoirs que le code de l'information lui confère. J'ai parlé tout à l'heure du bureau de la vérification de la publicité. C'est à la RAC de mettre cet outil-là en place. Jusque-là, rien. Ouais. Donc, la responsabilité est partagée. Vous prenez au niveau du gouvernement, il y a des arrêtés qui doivent être pris pour faciliter l'application des arrêtés, des décrets, des décisions qui doivent être prises pour faciliter l'application de ces bonnes dispositions contenues dans le code de l'information et de la communication. Sur une bonne dizaine d'arrêtés attendus, nous en avons au plus un. Celui-là qui a organisé, qui a fixé un peu le montant de la caution lorsque vous voulez créer un organe de presse. Mais nous attendons encore plusieurs arrêtés qui doivent nous permettre de pouvoir éprouver la loi. Donc la responsabilité est partagée entre nous-mêmes, associations, président des médias, la RAC, le gouvernement. Il y a aussi la loi sur le numérique, tout à l'heure le code du numérique qui a été voté récemment en 2018. Certains estiment que ce code-là vient pour peut-être décapiter encore les libertés des journalistes. Est-ce que c'est vrai? A priori, oui, mais il y a une disposition, je crois l'article 355, qui dispose que lorsque le prévenu a le statut de journaliste, le code lui-même ne est plus applicable. Lorsque vous commettez une faute via l'Internet et que devant le juge, le procureur, vous prouvez votre qualité de journaliste, on ferme le code numérique et on va voir les dispositions pénales prévues par le code de l'information et de la communication. Donc, on peut dire que le législateur a été très éveillé en mettant cette disposition qui évite l'amalgame. Mais toutefois, dans la réalité, on observe qu'on traîne les problèmes de médias devant, à partir du code numérique. C'est seulement après l'appui d'un bon avocat que les journalistes arrivent à s'en sortir. Donc la menace est toujours là. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Au niveau des journalistes, nous ne sommes pas riches. Donc ce n'est pas toujours facile de recourir à un avocat. Mais de plus en plus, nous avons aussi des avocats qui comprennent, qui sont dévoués, qui acceptent de nous accompagner pour nous permettre que la loi soit appliquée dans de bonnes normes, telles qu'indiquées.
Alors, justement, vous avez été président de l'UPMB, vous avez collaboré avec l'institution de régulation des médias, de la communication, l'AC notamment. Avant même d'y entrer, si effectivement ça se faisait, quel regard portez-vous sur le fonctionnement de l'AC jusqu'à présent? Oui, l'AC est une institution très, très utile dans notre environnement. Vous savez que l'AC est une innovation béninoise. Innovation béninoise, c'est vrai. On dit souvent que nous avons souvent calqué nos institutions sur le modèle français, mais l'AC n'existe pas dans le contexte français. On va parler du CSA, qui ne régule du tout pas la presse écrite. La presse écrite en France s'autorégule. Donc nous avons créé vraiment, on peut dire, une institution qui est atypique, mais utile. La preuve, tous les pays, la plupart des pays africains sont venus copier ça chez nous. Donc l'AC est très utile et elle devra travailler à se rendre davantage utile, en se mettant réellement au service de la régulation des médias. Et au-delà de la régulation, savoir lire les bonnes dispositions contenues dans la loi organique, contenues dans le code de l'information et de la communication, pour aider les organes à s'épanouir. L'AC a un rôle de régulation, mais parfois aussi a le devoir de protéger les organes de presse ou les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, c'est déjà ça, fixé dans la Constitution. C'est la promotion, la protection des médias, la liberté de la presse. C'est ça qu'il s'agit au niveau de l'AC. C'est ça qu'il s'agit. Quel lien trouvez-vous aujourd'hui entre cette RAC-là et les professionnels? Y a-t-il un lien d'amour ou un lien de méfiance ou de désamour carrément? Bon, de tout temps, nous avons connu 5 mandatures. Et moi-même, en tant que professionnel, j'en ai connu, je peux dire que j'en ai connu 4. Ce n'est pas toujours la joie. Ce n'est pas toujours la joie. Et c'est en cela que nous avons un gros défi à relever par rapport à tout ce que nous avons su faire en tant que président de l'Union et par rapport aux défis à relever de l'autre côté. Ce n'est pas toujours la joie. Je ne crois pas qu'il y ait une mandature à doubler, c'est ça, non? On dit, non? À doubler. À doubler, c'est-à-dire une mandature cajolée, voilà, cajolée par les problèmes des médias. Je n'en crois pas. Mais les mandatures ne se ressentent pas non plus. Parce que dans la loi organique, il n'y a que la RAC peut sanctionner. Et c'est en cela. Donc comment est-ce que nous allons faire l'alliage entre le rôle de régulateur, le rôle de protecteur de la liberté et parfois le rôle du gendarme, de celui qui sanctionne. C'est cet alliage que la prochaine mandature doit pouvoir faire pour réussir à combler les attentes des problèmes des médias. Nous sommes conscients, prochain des médias, qu'il y a de la dérive chez nous. Si nous en sommes arrivés il y a 20 ans à mettre en place l'ODEM, qui est un tribunal des pairs, ça veut dire que nous sommes conscients que le verre est dans le feu. Donc l'AC a un rôle à jouer. Mais comment est-ce qu'il faut jouer ce rôle-là de protecteur et en même temps de celui qui sanctionne? C'est ça, la délicatesse. Et lorsque une mandature n'arrive pas à faire ce bon alliage, ce bon alliage, elle est traitée de tous les noms. Parfois, lorsqu'on a été président de l'UPMB, on peut avoir un autre regard que celui d'un simple journaliste qui fait le procès à la HAC à tort dans tous les sens. Vous avez parfois trouvé des excuses à la HAC là, qui n'a pas peut-être le choix parfois que de sanctionner? Oui, c'est pour ça qu'il dit, mais si nous-mêmes, nous en sommes arrivés à mettre en place un tribunal pour nous auto-sanctionner, ça veut dire que nous sommes conscients que nous fautons. Donc, la HAC peut être effectivement amenée à sanctionner. Mais nous devons pouvoir éviter les sanctions extrêmes, comme la fermeture. Ça pose 2 problèmes. Ça pose d'abord le problème de la liberté de la presse. Toutes les fois qu'un espace de liberté est fermé, on doit pouvoir s'en inquiéter. Mais le second problème, c'est également le problème de l'employabilité. Vous savez que l'État, dans tous les pays du monde, l'État n'est plus en mesure d'employer tous ses citoyens. Donc le privé joue un rôle important, suppléer l'État dans cette question d'employabilité. Donc en fermant un espace de liberté, vous fermez des emplois. Donc au-delà de la question de liberté qui est primordiale, il y a également la question des gens que vous mettez dans la rue. Donc en prenant des décisions de sanction, il est important que la HAC puisse... Parce qu'il y a une échelle. Oui. La loi organique n'a pas dit que quand on faute à ETL, il faut fermer en même temps. Il y a une échelle.
Donc allons, échelle par échelle. Et ne prenons les sanctions extrêmes que lorsque l'individu, l'organe de presse se trouve à être récidiviste. Je crois qu'en ce moment-là, même dans l'opinion, les gens vont dire « Ah oui, il a exagéré. Voilà, cet organe exagère. Voilà. Mais pour un oui ou pour un non fermé, je crois que ça pose deux problèmes importants que tous les mandats doivent pouvoir essayer d'avoir à l'œil pour ne pas tomber. C'est de gérer avec délicatesse. Voilà. Mais lorsque le Code de l'information lui-même définit déjà quelques paramètres, qui peut être directeur de publication, qui peut être rédacteur en chef, qui peut même être journaliste et exercer ce métier-là, est-ce que ça ne devrait pas commencer déjà à faciliter la tâche à l'institution de régulation? Non, la loi dit, et le bon sens dit qu'on ne doit pas voler. Oui. Les gens volent tous les jours. Donc ce n'est pas parce que le cas légal est bien tracé qu'il ne peut plus y avoir faute. Donc il faut toujours des organes pour veiller. Parce que un jour, j'étais directeur de publication, je n'étais même pas encore responsable d'association, et j'ai fait publier un petit compte rendu d'une audience qui condamnait un journal. Alors le directeur du journal m'a appelé pour dire, mais est-ce que tu étais obligé de faire ce compte rendu? Donc, le journal a été condamné par le tribunal. J'ai fait un compte rendu pour dire, tel journal a été condamné hier. Et il m'appelle, il dit, tu es obligé de rendre compte. Je n'ai pas fait passer un commentaire. C'est juste informé. Informé. Et le directeur m'appelle. Mais lui, il écrit, il commente tous les jours sur les individus. Il ne sait pas que ça fait mal. Voilà. C'est comme le dit chez nous, on dit, celui qui tranche n'aime pas qu'on approche le couteau de sa tête. C'est ça. Voilà. Donc nous sommes conscients qu'il y a la dérive. Nous sommes conscients qu'il peut y avoir la dérive. Alors, comment est-ce que nous faisons? C'est comme le tam-tam de Gungun. C'est beau à regarder, c'est bien, mais on met le maillot là pour cadrer, pour éviter la dérive. Donc c'est un peu ça. Le régulateur est là, protéger les médias, la liberté de la presse, mais également veiller sur la maison média en sanctionnant lorsqu'il le faut. Maintenant, comment est-ce que nous suivons la chaîne, l'échelle des sanctions? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui a manqué un peu dans cette mandature qui est en train de finir. On ne peut pas dénier à la HAC le rôle de sanction. C'est prévu par la loi. C'est prévu par le code de l'information. C'est prévu par le code de la loi organique. Mais avant d'en arriver à des sanctions extrêmes, il faut avoir averti, il faut avoir prévenu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez été à cette élection professionnelle avec un programme très clair, axé sur différents aspects. C'est le moment maintenant de revisiter un peu à la loupe ces différents points-là. Vos visions pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, quelles sont-elles? Oui, d'abord, je dois préciser que un conseil, une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Donc, c'est pour cela que j'ai dit également au cours de ma campagne qu'il est souhaitable que les agents professionnels, dans 5 ans, puissent imposer des scrutins de liste, de sorte que 3 sur les 9, de sorte que le candidat de la presse écrite, il y a un candidat sur une même liste, un candidat de la presse écrite, un candidat de l'audiovisuel, un candidat des techniciens, et ils ont un programme commun ensemble, et ils font campagne sur la base de sorte que après la mise en place de l'institution de la mandature, le tiers est déjà convaincu. 3 sur 9 sont déjà convaincus. Et ces 3, étant des émanations de la profession, pourront facilement convaincre les 6 autres pour prendre des décisions judiciaires à l'endroit des professionnels des médias. Mais n'empêche, je dis déjà, même si je suis seul, c'est d'abord de travailler sur le réseautage. C'est important. Les 3 élus puissent parler d'une même voix, s'entendre sur un minimum. Ce que je propose, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas des promesses électorales. La question primordiale, c'est la question de la carte de presse. Vous voyez moi-même, candidat, alors que la liste électorale était ouverte pour 10 jours, je crois bien, du lundi au dimanche, pour 7 jours. Oui. C'est à moins de 48 heures que j'ai été autorisé à m'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu des problèmes de délivrance de la carte de presse. Il y a eu 10 ans, j'ai été président de la commission électorale, ayant désigné les 3 représentants des problèmes des médias à la 4e mandature. Et j'ai constaté que des non-journalistes se sont inscrits sur la liste électorale. Cela nous a amené à faire ce que nous avions appelé l'apurement de la liste électorale. Et au moment où nous proclamons, nous avions sorti quelques 300 non-journalistes de la liste électorale.
Oui. Et au moment où nous proclamons les résultats, nous avons fait comme recommandation que désormais, pour aller sur la liste électorale, il faut avoir été détenteur. Il faut être détenteur de la carte de presse. Et nous avons, on était en 2009. En 2013, j'étais devenu président, donc c'était plus facile pour moi, en tant que décideur, de pouvoir mettre en place cette réforme. Ce que j'ai fait en 2014. Et nous avons introduit dans le code électoral qu'on puisse reconnaître ceux qui vont sur la liste électorale à partir de la carte de presse délivrée par la HAC et le ministère de la Communication. On l'a expérimenté pour la première fois pour la mandature qui est en train de finir. Mais aujourd'hui, c'est à croire que la carte de presse est devenue un peu un outil de chantage. Et le défi, là, c'est que nous puissions sortir la carte de presse du scrutin. Et ça, c'est les associations professionnelles. Donc, je ne suis plus compétent. Mais en tant que régulateur, ce qui est utile à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à tous les journalistes qui respectent les conditions fixées par les tests de pouvoir avoir le cadre dans les meilleurs délais. Vous avez besoin d'une pièce d'identité civile, d'un passeport, vous allez à l'immigration, vous allez à la mairie, à la préfecture, et vous avez vos pièces dans un délai bref, peut-être de 2 semaines ou plus. Mais nous avons déposé nos dossiers pour avoir la carte de presse depuis août-juillet de l'année passée. Environ un an après, nous n'avons pas la carte. Et c'est difficilement que la liste a été sortie pour nous permettre de nous mettre sur la liste électorale. Ouais. Donc, permettre à tous les problèmes des médias méritants d'avoir le cadre. Pourquoi l'ancien appel à candidature qui est encore coûteux? C'est vrai, ça fait quelques missions. Il faut aller clôturer à Nati, à Parakou, partout il y a les annexes de la HAC, à Cotonou. Mais moi, je dis, la réforme importante qu'il faut faire au niveau du secteur de la carte de presse, c'est de laisser libre cours à tous ceux qui sont dans le besoin de déposer leur dossier. À tout instant. À tout instant. Quitte à la commission. Il y a une commission paritaire et tripartite, association, HAC, ministère. Cette commission est censée travailler tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, quand ils se regroupent, ils vont à les dossiers en naissance, ils étudient, ils font une publication pour permettre aux gens de réagir, pour dire est-ce que Gilles Christ est méritant? Non, Gilles Christ est méritant. Non, il mérite. Simplement. Et c'est après, c'est les contestations, les recours, qu'on va pouvoir rendre la liste définitive et délivrer aussi les cartes. Et l'autre réforme importante dans le secteur des cartes, c'est de ne plus demander aux demandeurs, je m'excuse pour la répétition, aux demandeurs de déposer l'ancienne carte. On fait une photocopie légalisée de l'ancienne carte qu'on met dans le dossier, on garde l'ancienne, et c'est seulement lorsque la nouvelle carte est prête au retrait que vous déposez l'ancienne. Et cela a l'avantage, lorsque je suis en juin 2019, je sais que ma carte vient à expiration en décembre, j'enclenche le processus à l'instant, de sorte qu'au moment où la carte viendrait à expiration, la nouvelle carte est déjà disponible pour qu'il y ait une continuité dans l'usage. Donc c'est les réformes qui ne disent rien. J'ai parlé également de la spécialisation. C'est un sentier que j'ai ouvert. Lorsque nous avons été en Assemblée générale en 2014, les problèmes des médias ont estimé que nous devons pouvoir changer de fusil d'épaule. Parce que les journalistes doivent être en mesure aujourd'hui d'aborder les questions qui intéressent le développement de la nation. Lorsque je suis journaliste, c'est vrai, le rôle premier, c'est d'informer. On nous a enseigné quoi de neuf. Mais au-delà de quoi de neuf, le journaliste doit être cet instrument de développement également, accompagne tous les secteurs. C'est simplement regrettable, par exemple, que lorsqu'on parle de leasing dans notre pays, qu'aucun journaliste ne s'y intéresse, ne puisse approfondir le sujet. C'est de ça que moi je parle. Et nous avons ouvert ce chantier en tant que président de l'Union. Malheureusement, nous n'avons pas eu, parce que la formation, c'est beaucoup de moyens. Les journalistes, nous avons demandé de se positionner. Nous avons environ 10 thématiques dans lesquelles les gens se sont positionnés. Donc, il faut pouvoir les former. Et je remercie par l'UNICEF qui nous a beaucoup appuyés. Et les gens qui sont inscrits dans la thématique enfance ont été suffisamment formés. Nous avons également pu faire quelques formations dans la thématique bonne gouvernance, la thématique environnement également, et l'immigration. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et je dis qu'à la HAC, il y a la commission de la formation. C'est comment convaincre les autres conseillers pour que nous orientons
le peu de ressources disponibles au niveau de cette formation sur la spécialisation. Évidemment, de commun accord avec les associations professionnelles, notamment l'UPMB. Oui. Et tout vient à point nommé. Le 21 juillet, la nouvelle mandat de la HAC s'installe. Également, en août-septembre, le 5 septembre, le nouveau bureau de l'UPMB sera installé. Également, en août-septembre, le nouveau bureau du CNPA sera connu. Donc, disons que vers la mi-septembre, nous aurons de nouvelles institutions, de nouvelles mandatures. Et nous allons nous asseoir, notamment avec l'UPMB, discuter, lorsque j'aurai reçu mandat au niveau du président de la HAC, au niveau du président de la commission formation, discuter avec l'UPMB pour voir qu'est-ce que l'UPMB fait en matière de... Quelles sont les thématiques priorisées par l'UPMB. Et la commission formation pourra, avec les moyens de bord, prendre les thématiques laissées en rade par l'Union, et de sorte que, au finish, dans 5 ans, que nous puissions nous rassurer de ce que nous avons pu renforcer tous les problèmes des médias qui veulent faire de la spécialisation dans notre pays. Si vous l'avez fait en tant que président de l'UPMB, comment est-ce que la HAC peut maintenant organiser cette spécialisation-là? Est-ce que c'est le rôle de la HAC? Oui, la HAC a une commission chargée de la formation. Et parmi les 9 conseillers, il y a un qui est président de la commission de formation. Et lorsque vous êtes régulateur, c'est important également de jouer un rôle important dans la formation, dans le renforcement. Vous assurez de la qualité des professionnels des médias. Oui. Vous savez, dans la loi organique, on a dit, il y a une disposition qui dit que toutes les questions qui intéressent les médias sont obligatoirement soumises à l'approbation de la HAC. Donc la HAC peut décider de former. Et elle le fait. Elle le fait. Donc c'est de comment orienter maintenant les ressources disponibles au niveau de la formation vers la question de la spécialisation. La HAC, par le passé, a organisé des formations in situ. Elle a organisé des formations diplômantes. Évidemment, tout ça dans le cadre de l'aide de l'État à la presse privée. C'est-à-dire que lorsque, vous savez, moi j'ai essayé dans la commission de l'État depuis 2007. Donc, lorsque nous répartissons l'aide de l'État à la presse privée, nous prévoyons une enveloppe pour la formation. Et il y a l'enveloppe, la formation, la part de l'UPMB pour pouvoir faire la formation aux journalistes, la part du patronat et également la part réservée à la HAC via la commission formation. Mais nous travaillons au niveau de la commission de sorte qu'il n'y ait pas chevauchement. Et c'est pour cela que je dis que nous saurons convaincre les pairs pour que la commission puisse prendre en charge les thématiques qui n'ont pas pu être prises en compte par l'Union des professionnels des médias, en tout cas par les associations professionnelles des médias. C'est une ambition très noble, salutaire peut-être pour les professionnels, mais est-ce que vous pensez que ça va recevoir l'assentiment des patrons de presse qui, dans le recrutement, veulent des journalistes à tout faire? Oui, nous ne disons pas que nous allons, que tous les journalistes doivent être spécialisés, non. Vous allez à l'hôpital, il y a encore des généralistes, vous savez. Vous pouvez avoir spécialisé dans les yeux, spécialisé dans les dents, le dentiste, etc. Mais il y a quand même des généralistes. Voilà. Donc, le premier problème que nous posons, d'abord, avant d'ouvrir ce chantier de la spécialisation, nous avons rencontré le bureau du patronat de la presse de l'époque. Nous avons expliqué. Et nous sommes entendus pour dire que dans la rédaction, il y aura des spécialisés. Mais tu dois pouvoir être en mesure également de répondre aux exigences de la direction de publication, ou en tout cas de manière générale, de la direction de l'organe de presse. Sur d'autres plans aussi. Oui. Donc lorsque moi je suis spécialisé des questions de la bonne gouvernance et que je suis employé à ETélé et que mon directeur n'a pas sous la main celui qui doit aller pouvoir faire un reportage en culture, je dois pouvoir y aller très rapidement. Parce qu'il y a aussi le b.a.-ba du métier. Oui, parce qu'à l'origine, vous n'êtes pas spécialisé, vous êtes d'abord journaliste. Et puis après, vous vous spécialisez. Donc, le spécialiste doit pouvoir être prêt à répondre aux contraintes rédactionnelles. C'est absolu. Dans le code de l'information, c'est dit. Vous n'avez pas dit, moi je suis spécialisé de l'enfance. Donc quand on dit il faut aller faire sport, quand il faut aller rattraper une information culturelle, je vais dire, moi je suis venu ici pour faire enfance. Rien que le sport. non. Donc il y a que la preuve. Lorsque nous avons fait l'appel à candidature il y a 2 ans, et que nous devons faire le point aujourd'hui pour dire ceux qui se sont inscrits pour se spécialiser, toutes thématiques confondues, je crois que nous étions à quelques 300, environ 400. Mais journalistes au Bénin, nous sommes plus de 2000. Ah oui. Donc,
tous n'ont pas répondu à l'appel de la spécialisation. Donc, pour vous rassurer. Les patrons peuvent se rassurer pour dire que les journaux seront toujours disponibles pour répondre aux contraintes rédactionnelles, même s'ils sont spécialisés. En dehors de ces deux grands chantiers-là, celui de la carte de presse, qui constitue une réforme majeure qu'il faut vraiment opérer, et aussi le chantier de la spécialisation, que faut-il faire d'autre? Oui, j'ai insisté sur la question de la liberté de la presse. C'est le premier chantier sur lequel la HAC a été toujours attendue, la question de la liberté de la presse. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment réussir à concilier régulation et liberté de la presse. C'est important. C'est important. C'est un gros défi sur lequel toute mandature est attendue. Et il y a également comme défi de pouvoir mettre en application, de pouvoir s'approprier les prérogatives reconnues par la loi, la HAC. La HAC a tellement de prérogatives qu'elle en ignore. Regardez, depuis pourtant, on la qualifie d'une institution trop forte, qui a peut-être une épée dans la main vis-à-vis des problèmes. Mais vous comprendrez que la HAC est encore plus forte. Vous savez, le secteur des médias en ligne, elle est juste là. Elle n'est pas régulée. Nous sommes dans une situation de non-droit. Alors que depuis 2015, 4 ans maintenant, la loi a disposé, la loi a dit, HAC, organisez-nous le secteur des médias en ligne. Mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui, rien. De sorte que les organes de presse en ligne sont dans une situation de non-droit. Les organes de presse en ligne au Bénin n'ont pas d'exemple juridique. Donc le défi, c'est également là. Organiser très rapidement ce secteur et commencer par le réguler. Leur donner l'exemple juridique et aussi les réguler. Ça veut dire que ça va faire du boulot. Oui. Mais il faut y aller. Mais il y a également plein d'autres prérogatives que la loi donne à la HAC. Mais je n'ai pas tout à l'heure du bureau de vérification de la publicité. Il faut que la HAC puisse mettre en place des outils pour permettre une publicité de qualité dans nos médias. Évidemment, quand il n'y a pas tout à l'heure des médias en ligne, cela nécessite que la HAC puisse renforcer son personnel, puisse se donner les outils qui permettent de régaler les organes en ligne. Ce n'est pas chose facile. Beaucoup de moyens aussi. Beaucoup de moyens aussi. Donc l'État, le gouvernement doit pouvoir être prêt à accompagner la HAC, à lui donner un peu plus de moyens pour pouvoir répondre à ces exigences légales. Très bien. Il y a aussi la télévision numérique terrestre qu'on n'a pas encore définitivement concrétisée jusqu'à présent. Est-ce que la HAC a une responsabilité dans cette question? C'est vrai que ça a déjà commencé, il y a même des décodeurs disponibles déjà, mais est-ce qu'il y a encore des choses à faire dans ce sens? Bon, il faut dire que dans ce secteur-là, c'est beaucoup plus, il a été mis en place un noyau de 5 qui travaille sur la question. La HAC n'est plus tellement impliquée sur les informations que j'ai, mais elle reste le régulateur. Nous avons les signaux, que nous avons les images d'une télévision numérique ou d'une télévision analogique, c'est toujours la HAC qui est le régulateur. Donc elle a tout son rôle, de tout temps, à jouer. Oui. Alors, lorsqu'on voit un peu ces ambitions, elles ne sont pas moindres. Il faut pouvoir vraiment œuvrer afin qu'elles soient concrétisées. On sait qu'à la HAC, il y a 9 conseillers, dont 3 professionnels des médias. Est-ce que ces 3-là ont la possibilité vraiment d'impacter le fonctionnement de la HAC? Oui, bien sûr, parce que... Avec 6 politiques, 6 politiques à la HAC, 3 professionnels, dans quel sens? Bon, c'est déjà de dire que les 6 qui viennent des politiques ne sont pas toujours politiques. On a dit 3 venus du chef de l'État, à savoir un juriste, un communicateur, une personnalité. Nous avons remarqué souvent, à quelques exceptions près, que quand on parle de communicateur, parfois les gens reviennent. Oui, parfois. Vous voyez la mandature qui est en train de finir. Sur les 9, 5 sont des médias. Dans les 3 désignés par le chef de l'État, il y a un journaliste. Dans les 3 désignés par le Parlement, il y a un journaliste. De sorte que la mandature se retrouve à 5. Donc une majorité de journalistes sur papier, déjà. Oui. Donc je crois que qu'on soit 3 ou 5 ou 9 sur 9 journalistes, c'est d'abord la tête.
Et il nous faut que nous ayons des dispositions dans nos textes qui permettent de pouvoir mettre les responsables nommés élus devant la responsabilité. Les responsables devant la responsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes nommé élu à un poste, il doit y avoir des garde-fous qui permettent de vous cadrer, que vous restez dans la fonction, que vous n'en abusez pas. Moi, je sais par exemple que des conseillers non journalistes m'ont souvent dit de cette mandature qui est en train de finir, quand j'ai fini de les convaincre sur des positions, avant qu'ils n'aillent en plénière, on me dit, mais dites à vos collègues qui viennent des médias, dites-leur, qu'ils nous expliquent bien, et nous allons accompagner. Donc, c'est beaucoup plus la tête. Beaucoup plus la tête. Voilà. Vous voyez la question au niveau macro, lorsqu'on prend un État, une république, c'est toutes les compétences, c'est toutes les couches, je vais dire. Oui. Hein? Il y a des maçons, il y a des journalistes, il y a des mécaniciens, il y a des médecins. Mais le chef d'État n'est pas toutes compétences réunies. Il est appelé à gérer toutes ces compétences. Hein? Lorsque vous prenez l'Assemblée nationale, les députés viennent de toutes couches professionnelles. Ce n'est pas nécessairement des juristes, mais ils sont appelés à légiférer dans le secteur, dans tous les secteurs. Vous voyez, on a besoin d'un test pour organiser le secteur des médias, c'est le Parlement. On a besoin d'un test pour organiser le secteur de la justice, c'est encore le Parlement. Les médecins, c'est le Parlement. Et pourtant, le Parlement, c'est un peu un poco de todo, comme le disent les Espagnols. Et pourtant, on arrive à réguler, à organiser, à disposer. Donc, de la même façon, l'AC, ce n'est pas nécessairement que quand les professionnels sont en grande majorité, que les questions seront abordées avec justesse. Évidemment, nous avons besoin, parce que lorsque vous venez d'ailleurs, vous n'êtes pas censé connaître le secteur. Oui. Donc, on a besoin, effectivement, d'une composition où il y a également les problèmes des médias. Mais au-delà de tout, il est souhaitable. Parce que le diagnostic que nous avons fait depuis là, c'est que pour une mandature où il y a eu un président journaliste, pour une mandature où le président n'était pas journaliste, mais a laissé le vice-président journaliste conduire les affaires de l'institution, nous avons senti une proximité, nous avons senti la HAC proche, un peu plus proche des médias. Ouais. Donc, l'un dans l'autre, il était important qu'il y ait effectivement plus de journalistes. C'est là l'avantage que les conseillers ne prennent pas trop de temps à connaître. Le mandat n'est pas renouvelable. Hein? Mais s'il doit prendre encore tout le temps pour connaître d'abord le secteur des médias avant de disposer, au finish, on peut ne pas. C'est un moment où je serai en train de connaître réellement le secteur que le mandat, que l'heure a sonné. Oui, pour le mandat. Voilà. Donc, je pense que c'est souhaitable que nous soyons plus représentés. Et que, évidemment, vous pouvez également envoyer des journalistes là-bas qui ne connaissent pas la profession. Des gens qui savent peut-être bien faire la politique pour se faire élire. Les gens qui sont peut-être. Et arriver là-bas. Oui, mais je ne connais pas le secteur. Vous pensez que tous ceux qui ont été candidats connaissent véritablement le secteur des médias. Ils sont peut-être bons professionnels des médias. Mais quand vous ne faites pas les associations, vous ne pouvez pas comprendre les défis qui s'imposent. Vous ne pouvez pas. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Donc, nous souhaitons, lorsque nous avons rencontré la commission pour Diagbouinou en 2016, nous avons fait des propositions de sorte qu'il y ait plus grande représentativité. Nous avons besoin de l'œil d'autres, nous avons besoin de juristes, nous avons besoin d'autres compétences au sein de l'institution. Vous voyez, nous-mêmes, quand nous avons mis en place l'ODEM, 13 membres, nous avons dit qu'il faut des problèmes des médias, mais il faut également des non-problèmes des médias pour nous permettre de savoir le regard que l'opinion, le regard externe, le regard que l'opinion. Voilà. Nous avons mis un juriste, nous avons mis un de la société civile. Ouais. Donc, de la même façon, nous avons besoin, au niveau de l'institution de régulation, d'avoir d'autres compétences. Mais il est souhaitable que les majoritaires, les problèmes des médias, ils soient mieux représentés pour qu'au moins, qu'on ne dise plus, c'est parce que nous sommes sous-représentés que nous n'arrivons pas à faire passer nos décisions. Mais justement aussi, ça pourrait aussi améliorer la qualité des délibérations, non? Bien sûr. Lorsqu'on saisit la HAC ou lorsque la HAC s'auto-saisit par rapport à une déviance d'un organe de presse, le fait d'être professionnel, de connaître les rouages du métier, peut rendre beaucoup plus unanime la délibération. Facilement, oui, c'est vrai. Je suis totalement d'avis. C'est-à-dire que
Nous connaissons le jargon, nous connaissons le discours. Moi, je suis de la presse écrite. Oui. Quand je prends un journal, je sais lire. Je sais lire entre les lignes. Ce qui n'est pas le cas. Hein? Lorsqu'on parle d'avant-papier, lorsqu'on parle d'accroche, lorsqu'on parle de ci et de ça, déjà dans la titraille, moi, je sais déjà à peu près ce qui se cache derrière. Ouais. Ce n'est pas exactement le même regard que les non-points des médias. Ouais. C'est un peu ça. Mais il est souhaitable qu'il y ait beaucoup plus de journalistes. Le point des médias, je veux dire, pour faciliter la délibération, pour que la mandature se lève en même temps. Hein, que la mandature ne dise, nous voulons apprendre d'abord, nous voulons apprendre avant de commencer par réguler, non. Qu'elle démarre sur les chapeaux de roue. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Franck Pochemin, vous êtes aussi écrivain, et je l'ai dit dans mon introduction, vous avez publié cette semaine déjà un nouvel ouvrage, Le journalisme et moi. Et lorsqu'on parcourt un peu le livre, déjà on se rend compte que ça sonne comme des mémoires. Vous n'êtes pas encore au terme de votre carrière. Pourquoi avez-vous jugé utile de faire un tel ouvrage? Oui, moi j'ai la passion pour l'écriture. C'est comme je aime là le dire, je ne sais pas faire la télévision, je ne sais pas faire la radio. Mais en presse écrite, je me trouve très bien. Vous avez la plume. Bon, on peut dire. Donc, lorsque nous étions en train d'élaborer un peu avec les amis proches journalistes, les stratégies de campagne pour cette élection, nous avons estimé. Parce que ces 6 dernières années, il faut avouer que je n'ai pas beaucoup travaillé professionnellement. L'UPMB, c'est une grosse machine, ça épuise. Vous n'avez pas le temps de la rédaction. Je dois saluer mes responsables au niveau de Matin Libre qui m'ont toujours payé mon salaire, même si j'ai été régulier à la rédaction, ils m'ont toujours payé mon salaire. Donc, je n'ai pas vraiment produit. L'incisionnel a pris le pas sur le projet, de sorte que je me dis, mais après l'UPMB, la plume, elle serait quoi? Et également, je me suis dit, mais pendant la campagne, on va parler de tout et de rien. Mais est-ce qu'il faut, c'est l'UPMB que je vais vendre? J'ai été pris à l'UPMB, non. Mais il faut quand même que je rappelle aux jeunes qui ne m'ont pas connu professionnellement pour dire que j'ai quand même des hauts faits d'âme. C'est cela qui m'a amené à penser un peu à un truc, on peut dire autobiographique. Oui. Oui. Et j'ai été inspiré pour parler un peu de mon arrivée à l'université. Comment est-ce que j'ai eu le bac? Dans quelles conditions on m'a proclamé les résultats? En 1995. En 1995. Et hier, dans la période de stress, vous aviez parlé tout à l'heure de stress que nous avons vécu pendant la campagne. Et le moment épique de stress était hier, entre la compilation des résultats des 13 postes et le 14e qui était le poste déterminant, Grand Cotonou. Donc j'ai été stressé et il y a un membre de notre équipe de campagne, journaliste, Loris Prounon, est allé m'interviewer dans le stress. Et il me demandait, mais est-ce que cela ne ressemble pas un peu à... Vous n'êtes pas comme dans un état de quelqu'un qui est allé au BPC, au bac, il attend les résultats. Il apprend que les résultats sont déjà proclamés. Mais il ne connaît pas à quelle sauce il a été mangé. J'ai dit oui, j'ai rappelé effectivement cet extrait de mon ouvrage que j'ai lancé la semaine passée. Ouais, donc le livre parle un peu de comment les résultats du bac sont venus, comment je suis venu à l'université, mes premiers pas à l'Euro, puis après j'ai été faire mon stage à l'Avenir, qui a fini par me recruter, c'est lui qui m'a payé le premier salaire, 98, et puis j'ai été à Le Journal, faire l'expérience d'une rédaction exclusivement féminine. Dans notre pays, en 80, non, moi je suis très fier d'être béninois, et je pense que je vais écrire un livre sur les innovations béninoises. Tout ce qui a été fait au Bénin qui n'avait existé nulle part. Nulle part. J'ai parlé de la RAC tout à l'heure. L'ODEM aussi. C'est une invention béninoise. Une rédaction exclusivement féminine. En dehors du DP, directeur de publication, rédacteur en chef, en tout cas les principaux responsables, tout le personnel était féminin. Le personnel était féminin. Évidemment, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Mais les femmes sont capables. Oui. Donc, vous avez fait appel pour nous a fait appel pour renforcer un peu les femmes, pour les appuyer. C'est comme ça que je suis entré à Le Journal, qui était la propriété de Gatien Mbedji, que je salue au passage. Puis après le matinal, l'informateur. Et plus récemment, Matin Libre. Donc j'ai rappelé tout ce parcours jusqu'à hier, l'UPMB, comment j'ai été élu. J'ai parlé également de ma démission, de la tête de l'UPMB. Et ce qui est important au-delà du moi,
c'est les grands dossiers que j'ai pu conduire pendant mes 20 ans de carrière. Parce que je me suis dit, mais les jeunes ne me connaissent pas en tant que journaliste. Ils savent que je suis président de l'Union depuis 6 ans. Mais ils ne savent pas ce que j'ai écrit. J'ai écrit des articles inédits. Et le plus inédit qui me plaît de rappeler, c'est la question, le dossier des frères de justice criminels. J'ai été le premier journaliste au Bénin à avoir écrit sur ça. Et ça a pris. Et puis après, mon patron Chatoko, Bouaka Boni Biao, on a constitué un groupe, comment on appelle, une équipe, choc, pour suivre de près cette actualité jusqu'au verdict, à l'adhésion de justice qui a sanctionné ce dossier. J'ai rappelé tout ça. Tout ça. J'ai parlé de l'affaire Amani. Vous vous rappelez en 2003, c'était le président Obasanjo, parce que le Bénin avait libéré le célèbre receleur Amani Tidjani. Le président Obasanjo s'en est offusqué et a fermé unilatéralement la frontière. Alors que j'étais en poste chef bureau régional de Le Matin à Boycon, mon patron m'appelle Chatoko, dit tu es où? Descends immédiatement à Cotonou. Et on m'a adjoint un autre collaborateur plus jeune, Askanda Bachabi, et on nous a dit d'aller constater à la frontière, c'est bien craqué, l'effectivité de la fermeture de la frontière. Nous y sommes allés, en bon reporter, tout naïvement. Vous savez, quand on dit frontière, il n'y a rien qui délimite, il n'y a pas une clôture. Oui. C'est vrai, dans certains pays, on en arrive à des clôtures parce qu'il y a des problèmes d'immigration et autres. Mais dans le Bénin, il n'y a rien. Quand, on ne sait pas quand on quitte le Bénin pour rentrer dans le Nigeria. Oui, alors, certains gendarmes béninois qui m'ont dit, moi, nous-mêmes, on était très méfiants pour ne pas aller de l'autre côté. Mais ils ont dit, on va interroger le militaire nigérien là pour en savoir un peu plus. Et Bachambi, qui connaissait un peu l'anglais, était chargé de m'aider dans la traduction. Et juste un pas, un seul pas. Et le militaire nigérien dit que nous sommes sur le territoire, alors que la frontière est fermée. On nous a arrêtés. Et on nous amène jusqu'à Badagry. Et on nous prenait, nous avions nos cas de presse sur nous. Malgré ça, on nous prenait pour des espions envoyés par la partie béninoise sur le territoire nigérien. On nous a pris pour des agents de renseignement. On a parlé longuement. On a passé toute la journée à Badagry, au commissariat de Badagry. Puis le commissaire finit par être convaincu que nous étions de bonne foi, que nous étions à la recherche de l'information. Il nous a ramenés à la frontière. Il nous a gardés dans leur base là. Pour avoir un œil sur vous? Oui, gardés. Puis la partie béninoise a été informée. La nation a dépêché le journal. Léon Bratier était encore à la nation. Je m'excuse. Et finalement, pour nous libérer, on nous a dit d'aller négocier avec le commissariat de la partie béninoise contre des Nigérians. Parce que le Bénin avait arrêté des Nigérians qui ont été accusés d'être en train de faire les trucs de faux monnaie, comment on appelle, les faux billets, des trucs comme ça. Billets, oui. Voilà. Et le Nigeria exige, contre notre libération, la libération des Nigériens. Il fallait aller négocier. On a gardé à Sranda. Et moi, j'étais chargé d'aller négocier avec la garde, les Nigériens qui m'accompagnaient pour aller expliquer au commissaire de craquer comment est-ce qu'il faut libérer tel pour que nous aussi. Et finalement, il y a eu échange de prisonniers contre nous. Voilà. J'ai raconté tout ça dans l'ouvrage. Oui. Voilà. C'est de grands souvenirs que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ça constitue des moments forts, épiques même de votre carrière. J'ai vécu, j'étais à Parakou, chef bureau général le matinal, quand le juge Corvi a été assassiné. Donc j'ai conduit, j'ai fait dans le matinal suffisamment de relations sur ces moments douloureux. Donc j'ai rappelé tout ça dans l'ouvrage. Comment est-ce que nous avons conduit le dossier Corvi. Voilà. Donc j'ai rappelé, il y a l'affaire, le bateau Itinéro. Vous savez certainement, Itinéro, oui. Itinéro, où on a alerté pour dire que les enfants béninois devaient être conduits et devaient être emmenés en esclavage à Libreville. Je suis revenu sur tout ça. J'ai parlé également de l'affaire qui a failli emporter toute la vie de... C'est le litige domanial qui a failli emporter toute la vie de Ouida. C'est un dossier que j'ai conduit en 2010. Et ce dossier qui a eu dénouement seulement l'année passée avec le président Paris Talon, qui a pris une décision
pour remettre en cause la décision. Voilà. Donc j'ai rappelé ces dossiers sur plusieurs pages. Donc c'est important que quand vous avez demandé tout à l'heure si je raccrochais. Non, je ne raccroche pas. J'ai voulu donner un autre ton à ma campagne pour dire oui, nous sommes journalistes, nous aspirons à aller à la RAC, mais chacun n'a qu'à donner ce qu'il a pu faire par le passé. C'était une stratégie pour pouvoir convaincre davantage vos électeurs? La preuve, je l'ai lancé le dernier jour de campagne, le mercredi passé. Oui, c'était stratégique? C'était très stratégique. Et je sais que ça a eu son effet. Ah oui. Franck Pochimé, ancien président de l'UPMB, vous avez donc passé en revue toute l'actualité liée à notre corporation. Mais je voudrais un peu que vous portiez votre regard sur l'actualité sociopolitique nationale. Ces derniers jours, c'est vrai, pendant que vous étiez en train de battre campagne, vous étiez préoccupé par ces élections professionnelles, le pays était peut-être en train de vivre aussi des instants chauds, notamment à Tchaourou et à Savè, avec des blessés dénombrés, notamment dans le rang des militaires, mais également dans le rang des civils. Hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, est monté au créneau pour pouvoir dire exactement ce qui s'est passé, donner sa part de vérité à lui. Alors, quel regard portez-vous sur la résurgence de ces actes de violence dans ces régions-là que je viens de citer? Oui, c'est effectif, je n'ai pas pu vraiment suivre l'actualité ces derniers jours, mais j'ai été victime un peu de ces incidents que vous déplorez. Le lundi, alors que nous étions allés avec mon équipe à campagne dans la partie septentrionale, on devait revenir à Cotonou le lundi soir, mais la voie était bloquée, donc on n'a pas pu. Nous avons été obligés de faire une nuit supplémentaire. Donc nous sommes réveillés le mardi très tôt, déjà à 5 h, pour traverser Tchaourou, Savè et autres. Donc nous en avons été victimes également. C'est des incidents à déplorer. Je sais que ces incidents sont la conséquence de l'arrestation d'un des meneurs des incidents du 1er et 2 mai. Voilà, donc j'ai pu comprendre que c'est parce que les forces de l'ordre, en tout cas la justice, pour qui force doit rester à la loi, la justice devrait aller chercher un des meneurs. Et c'est ça qui a amené la réaction, tout ce que nous avons observé, tout ce que nous déplorons malheureusement dans notre pays. C'est des faits vraiment inédits. Et je souhaite que l'exécutif trouve rapidement les moyens de pouvoir y mettre un terme. Je sais que le chef de l'État, au lendemain de l'installation, je crois, du Parlement, de la nouvelle mandature, de la nouvelle législature, a fait un discours pour afficher sa disponibilité à dialoguer avec toutes les couches, avec toutes les parties prenantes de la question politique dans notre pays. Je crois qu'il est urgent que le chef d'État mette ça en application, dialogue. Et je crois que le problème trouverait rapidement une solution. C'est le dialogue. Lorsque lui a affirmé sa volonté de pouvoir dialoguer, est-ce que la suite maintenant ne reviendrait pas aux autres d'accepter au moins aller échanger? C'est vrai qu'on n'a pas encore convoqué aucune réunion, mais il a exprimé sa volonté. Oui. Est-ce que la suite ne reviendrait pas aux autres, au camp adverse peut-être, de dire, bon, ok, on est d'accord pour aller échanger? Oui, c'est-à-dire il faut d'abord que le chef d'État les convoque, les invite, pas les convoquer, les invite oui, à une séance d'échange. Affiche aussi sa bonne foi. Une chose est d'inviter. Bon, on est des Béninois, nous nous connaissons, donc il y aurait quelques résistances, c'est clair. Mais il y aurait également qui vont accepter d'aller dialoguer. L'appétit venant en mangeant, je crois qu'il faut d'abord le début. Le début là est souhaité. Il faut également que, au niveau de l'appareil d'État, qu'on trouve des gens inféodés à ce régime qui sont capables d'aller discuter avec les meneurs. Je sais que, par exemple, bon, je ne veux pas afficher de nom, mais je sais qu'il y a un haut gradé de l'armée béninoise, parlant des événements du 1er et 2 mai, un haut gradé alors que les populations, je crois, dans la zone de Dassa, où Glazoué devrait barricader la voie, un haut gradé de l'armée qui est originaire de cette zone, a été commis pour un dénouement. Ici est employé, et ça a marché. Donc moi, je voudrais que, au-delà de ce que l'État travaille pour que force reste à la loi, il faut également trouver des stratagèmes pour pouvoir toucher certaines sensibilités dans la zone Tchaourou, Savè,
pour un retour normal à l'ordre. Mais d'où vient cet amour soudain-là des actes de vandalisme, de violence, alors que le Bénin est réputé comme un pays où même les citoyens sont très pacifiques? Oui, je connais plein de Béninois qui disent qui ne sont pas d'accord qu'on dise que Dieu aime le Bénin. Dieu aime toutes les nations, tous les peuples. Voyez. Donc, c'est au moment de s'asseoir qu'on reconnaît l'utilité des fesses. Voyez. Donc, en l'homme sommeille toujours, tout homme sommeille cet instinct de pouvoir réagir par rapport à des actes. Et donc, c'est peut-être parce que par le passé, les populations de cette région n'ont jamais été atteintes à ce niveau, n'ont jamais été testées à ce niveau, qu'il n'y a peut-être pas eu de réaction. Ces réactions déplorables. C'est vrai que selon le conseil technique, les meneurs qui ont été au cœur même de ces actes de vandalisme et de violence ne seraient pas béninois, ce sont des gens venus des pays voisins qui commettent ces forfaits-là ici. Je sais que pour les incidents du 1er et 2 mai à Cotonou, selon le parquet, qu'il y a d'autres nationalités. Mais pour ce qui se passe actuellement à Tcharou, je n'ai pas très bien suivi pour savoir si c'est des étrangers. Au niveau du ministère, on a estimé qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent commettre ces actes. Bon, cela pose la question de la porosité de nos frontières. Il faut que le ministre de l'Intérieur travaille davantage à sécuriser nos limites pour qu'on ne rentre pas comme on veut sur le territoire national. Donc, je crois qu'il y a un peu de boulot à faire à ce niveau. Sinon, nous ne sommes pas en sécurité. Si des étrangers doivent pouvoir rentrer sur notre territoire et poser ce genre de vandalisme, ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Je souhaite que cette information ne soit pas vérifiée. Mais je sais que pour le 1er 2 mai, que selon le parquet, il y a des gens qui ne se révélaient pas être des Béninois, ce qui n'est pas bien. Voilà. Mais pourquoi s'opposer à ce que la justice fasse son travail? Non, c'est ça qui est déplorable. Nous devons pouvoir être prêts à assumer nos actes. C'est ça, normalement, la règle en démocratie. Quand on dit démocratie, que c'est la force de la loi et la force des tests, oui, c'est que chacun doit être en mesure de répondre des actes qu'il aurait posés. Donc, moi, je suis d'accord que la justice fasse son travail en toute équité, bien sûr. Mais que cela ne sorte pas du règlement de compte. Donc, s'il y a des gens qui ont été reconnus coupables, il faut qu'ils se présentent ou qu'on les force à se présenter, les juger, pour décourager à l'avenir des actes de vandalisme dans notre pays. Nous sommes dans un pays où on clame, même tous les citoyens clament l'indépendance de la justice, que les pouvoirs soient séparément exercés, l'exécutif à part, le judiciaire à part, ainsi de suite. Mais dans le même temps, lorsque la justice s'emploie à interpeller tel ou tel, on s'oppose dans le même temps, on fait des procès peut-être politiques ou suspicieux. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de sensibilisation ou même d'éducation citoyenne à faire? Oui, absolument. C'est-à-dire que j'observe que dans notre pays, tout le monde veut qu'on applique la loi. Mais personne ne veut qu'on lui applique la loi. Oui. La loi, c'est pour les autres. Donc, il faut effectivement un travail de sensibilisation. Oui, sensibilisation. Vous voyez, on attrape un voleur. Tout le monde dit, il faut le lapider, il faut faire ci. Mais souvent, ceux qui crient lapider, c'est les gros voleurs même, ça. Vous voyez cette, je ne sais pas comment on va la qualifier dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où on a amené la dame pour dire elle est prostituée. Et on a amené à Jésus pour qu'il sanctionne. Jésus a dit, mais que celui qui n'a jamais commis une faute lève son doigt. Donc, nous voulons en même temps d'une chose, de son contraire. Nous voulons que la loi soit appliquée, mais nous ne voulons pas que la loi s'applique à nous. On ne veut pas que la loi s'applique à nos proches. On ne veut pas que la loi s'applique à nous protéger. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire pour que tout le monde comprenne que force doit rester à la loi et que la loi n'est pas faite pour les autres. La loi est faite pour tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de justice. Vous avez vu le symbole, la justice. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être retourner à l'éducation citoyenne, au civisme, au respect du bien public, parce qu'on a plus de facilité aujourd'hui, il paraît, à brûler des édifices publics, à aller incendier des commissariats, des arrondissements. Est-ce qu'il ne faut pas faire un travail de sensibilisation au patriotisme? Oui, oui. C'est au-delà du travail de sensibilisation qui est très, très important. Il faut qu'on trouve la manière également pour associer, pour impliquer les citoyens dans la gestion
de la cité. Vous voyez, on a dit décentralisation, on a dit des élus locaux, mais je trouve qu'on n'a pas encore réussi ce chantier-là. C'est-à-dire que si le citoyen sent réellement que c'est son argent qui a servi à construire l'arrondissement, c'est son argent qui a servi à construire le commissariat, à payer les policiers, à acheter les véhicules de patrouille, etc., à acheter le chat, je crois qu'il ne le brûlerait pas. Vous avez jamais vu un citoyen aller brûler sa propre maison? Jamais. Mais on sent une facilité du citoyen à aller brûler le bien public, à aller démolir, à aller vandaliser le bien public. Simplement parce que le citoyen n'a pas conscience que c'est son argent qui est là. Donc la sensibilisation doit aussi prendre en compte, non, au-delà de la sensibilisation, il est également utile que nous puissions davantage impliquer les citoyens dans la gestion de la cité, hein, de sorte que le citoyen sache à tout moment que tout ce qui est public, que c'est lui qui l'a réalisé. Alors il ne pourra plus aller détruire ce qu'il a réalisé. Mais cette éducation-là, à qui cela revient? Est-ce qu'il faut retourner à l'école? On sait que dans le programme intermédiaire, même l'ancien programme, il y avait des cours de civisme très renforcés. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus forcément. Est-ce qu'il faut retourner là d'abord et maintenant la suite, ça revient à qui? Oui, il y a l'école, mais il y a l'école de la vie. À l'école de la vie. Sans être des moralisateurs, je crois que nous avons une responsabilité. Nos parents, nous enseignants, l'État, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir réfléchir et trouver le mécanisme qui permette de toucher tous les compartiments qui vont aider à cette renaissance. Il ne s'agira pas de dire c'est le gouvernement, il ne s'agira pas de dire les enseignants, il faut mettre des programmes. Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Vous voyez, je donne un exemple très simple. Moi, tout comme vous avez fait, si vous n'avez jamais redoublé, vous avez fait au moins 7 ans d'anglais. Et maintenant, c'est même encore introduit au primaire dans certaines écoles. Et pourtant, nous n'arrivons pas à parler l'anglais. Oui. Ça fait 7 ans. Donc, le tout ne suffira pas de dire on a appris. Il faut enseigner, non. Il s'agira de voir le mécanisme qui permette réellement d'impliquer, de dupliquer, pour que tous nous soyons au même niveau. Il ne s'agira plus de dire c'est tel qui a le lead, non. Ensemble, c'est-à-dire on fait le management, on va aller copier là où ça a marché, hein, et on vient. Il n'y a pas une honte à copier ce qui est bon. Hein. Donc on va aller copier un peu. Vous allez à Accra tout près, par exemple. Le bien public. On n'a pas besoin d'aller jusque chez les Blancs. Chez nous, en Afrique noire, à Accra, au Ghana. Vous voyez, il y a un autre sens du bien public. Vous voyez, on est éduqué à ne pas jeter quelque chose dans la rue. Oui. Vous voyez, est-ce que c'est à l'école seule qu'on va apprendre ça là? Et encore qu'on a appris à l'école ça là, je me rappelle que les enfants apprennent ça encore. Qu'on ne doit pas jeter quelque chose dans la rue. Et pourtant, les gens jettent tous les jours. Donc, il y a, par exemple, qu'au-delà de l'éducation, d'enseigner aux enfants qui ne doivent pas jeter quelque chose dans la rue, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour accueillir? Parce que nous sommes des producteurs permanents des déchets. Hein? Je transpire là maintenant, il faut que je m'essuie. Mais quand je finis de m'essuyer, je mets le papier là-haut. Le papier là-haut. Donc, est-ce que l'espace a été fait de sorte qu'il est prêt à accueillir les déchets? Donc, c'est un ensemble, vous voyez. Et je compte sur nos gouvernants pour y aller. Est-ce que vous avez l'impression que nous avons un peuple trop émotif, qui se lève facilement, manipulé par des stratégies de victimisation, par des stratégies, on va dire, de sentimentalisme? Oui, le peuple béninois, je ne connais pas le peuple béninois plus que vous, mais j'ai le sentiment que le peuple béninois est très émotif des victimes. Hein? Nous aimons beaucoup au Bénin. De sorte que lorsque on sent que Gilles Christ veut s'acharner contre Koucheme Franck, oui. Même si Koucheme Franck était fautif, mais dès lors que le Bénin a l'impression que c'est de l'acharnement, il laisse la faute commise par le fautif et s'en prend à celui qui... Ouais, c'est un peu ça, ce que je comprends des Béninois. C'est dû à quoi? Au degré fort de l'analphabétisme, peut-être parce qu'il y a des règles. Mais c'est pas de l'alphabétisme.
Moi, je trouve que c'est parce que nous nous aimons, c'est tout. Tout simplement. C'est ce que je comprends. Peut-être que les sociologues nous aideront à mieux comprendre, hein. Mais je trouve que les Béninois s'aiment, au-delà de tout. Vous voyez la facilité avec laquelle le fond peut aller s'installer en milieu Nago, le Nago s'installe en milieu Yoruba ou en milieu Dendi, Bariba. Vous voyez, vous allez n'importe où, vous allez retrouver toutes les autres ethnies. Donc, nous considérons quand même une belle famille, ce peuple béninois. Comment faire aujourd'hui pour que la paix revienne véritablement et de façon durable au Bénin? Non, j'ai dit, Oui. si c'est par rapport, vous faites allusion aux actes de vandalisme de ces derniers jours, c'est le dialogue. Je suis d'accord qu'il faut sanctionner pour décourager de tels actes. C'est important de sanctionner. Le clergé a proposé sa médiation et a même déjà commencé. Hein, le clergé se met à l'œuvre. Vous espérez que ça peut aboutir à quelque chose? Il faut qu'on fasse la part des choses. Oui. Par rapport à la situation politique de manière générale, oui, voilà, justement. Je vois la démarche du clergé. Par rapport aux actes que nous observons actuellement, de vandalisme que nous observons actuellement dans une partie du pays, je dis, au-delà du fait qu'on doit pouvoir, les gens doivent pouvoir répondre de leurs actes, il faut que le ministère de l'Intérieur, par exemple, hein, il faut que le médiateur, par exemple, trouve le mécanisme d'aller rencontrer certains, comment on appelle, certains leaders à Saverne, à Tchaourou. Il y a des leaders sur lesquels, si on agit, on doit pouvoir avoir une solution efficace. Et nous allons continuer par rester ensemble. Mais par rapport à l'actualité politique nationale... Il y a que le chef d'État a promis d'ouvrir un chantier sur la réconciliation. Nous attendons ce chantier. Maintenant, il y a le clergé qui s'est offert également. Il y a la communauté musulmane. Il y a El Hadj Malek Hossou, qui fait beaucoup... Avec sa fondation. Avec sa fondation, qui fait beaucoup sur le chantier de la décrispation. Oui. Et également sur le chantier de Tchaourou. Il s'est rendu à Tchaourou avec sa fondation, déjà. Donc, c'est de comment trouver... Et on sait que ces milieux sont un peu musulmans également. Donc, comment rencontrer les imams, les leaders d'ici. Les chasseurs doivent avoir une organisation. Hein? Comment essayer de mettre la main sur les leaders, vous voyez, les élus locaux. Et je crois que ça va être très rapidement réglé. Alors, Franck Bouchemé, nous tendons vers la fin de cet entretien. On a parlé dans un premier temps de notre corporation. Nous avons donc porté un regard global sur l'actualité sociopolitique nationale. Que direz-vous pour conclure cet entretien? Oui, je crois que la conclusion, je vais l'axer sur notre corporation commune, celle des médias. Nous avons l'urgence de pouvoir réorganiser le secteur. Et je crois qu'on n'a pas abordé ce sujet, c'est beaucoup plus sur le modèle économique. Comment est-ce que nous faisons pour que les journalistes puissent vivre de leur profession? Et j'ai pensé qu'il faille mettre en place un nouveau modèle économique. Le modèle économique que nous avons freiné juste là a montré ses limites, ses failles. Les rédactions sont en train de mourir. Nous avons gagné en qualité, nous avons beaucoup plus de journalistes professionnels. Nous commençons par avoir des gens spécialisés. J'ai connu un jeune, Fulbert, il est à Fraternité, qui fait un travail important dans le domaine de l'environnement, par exemple. Fulbert Adjimé-Rosso. Comme Didier Mandafim. Donc, de plus en plus, il y a la qualité. Mais comment est-ce que nous faisons pour que nous ayons des modèles d'entreprise, des organes de presse viables, économiquement viables? Et en cela, je trouve que lorsque nous allons finir de mettre en place des nouvelles mandatures, AC, UPM et CNPA, que nous puissions, au-delà de nos chantiers réglementaires, que nous puissions en informer, travailler sur comment mettre en place un code de la publicité. C'est très urgent. Vous venez à ETélé, l'espace, je ne sais pas, ici on ne parle pas d'espace, non, on est à la télé. Moi je suis de la presse écrite. Quand on prend un quart de page, si le quart de page doit être taxé à 100 000 francs, il faut que ce soit le même taux partout. C'est des problèmes que nous devons régler. Et le code de la publicité doit pouvoir nous permettre. Donc il est important aujourd'hui, urgent, que nous puissions doter la corporation d'un code de la publicité. Il est également urgent que nous puissions avoir une régie pour organiser le secteur de la publicité. Nous finissons d'avoir les tests. Et il faut maintenant mettre en place cet appareil, cet outil qui va redistribuer la publicité. Il ne sera plus question de distribuer la publicité à la tête du client parce que le DGM, mon beau-parent, il me donne la publicité. Non. Il faut donner la publicité en tenant compte de l'audience des organes de presse. Donc il faut faire l'audimat.
tous les ans, par exemple, nous entendons pour dire, tous les ans, le régulateur est là, le ministère de la Communication est là, les associations sont là, et on met en place l'organisme, et tous les ans, par exemple, on fait l'audimat pour dire, parmi les télévisions, voilà, une télé à telle audience, Canal 3 à telle audience, à la radio, c'est ci, dans les journaux, c'est ci, et on redistribue la publicité en tenant compte de l'audience. Donc, un organe de presse qui a audience zéro, a zéro publicité. Simplement. Et ça nous force à avoir des entreprises viables, ça nous force à nous mettre ensemble, et plutôt d'avoir 96 journaux, que nous pourrions avoir 15, 20, 25 journaux au plus, que nous pourrions rêver enfin d'avoir dans notre pays de grands groupes de presse qui puissent compétir au niveau de la sous-région. Quand on sort du pays, on va à côté, on voit que côté profession, sur la qualité de nos productions, on voit qu'on fait un effort, mais les entreprises ne sont pas viables. Donc, mon mot de fin sera que nous puissions nous donner la main, régulateur, ministère de la Communication et association nous donnent la main pour repenser un nouveau modèle qui rende nos entreprises de presse viables. Merci infiniment à vous, Franck Pochimé, ancien président de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Vous avez participé aux élections professionnelles de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, 6e mandature. Nous attendons les résultats proclamés par la Commission électorale autonome dans les heures à venir. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez publié Le Talon d'Achille de Boniaï en 2014, Le journalisme et moi, le mercredi 12 juin 2019. Merci infiniment d'être venu passer avec nous ces grands moments de télévision. On a donc passé en revue toute l'actualité sociopolitique nationale, mais également celle, et surtout d'ailleurs, liée à notre corporation de journalistes. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je vous souhaite une bonne fête. Franck Pochimé, merci infiniment à vous. Merci. Allez, on souhaite aussi... Bonne fête à tous les papas qui nous suivent. Merci infiniment à vous. On souhaite aussi une bonne fête des pères à tous les papas du monde entier qui nous suivent en direct, que ce soit au Bénin, en Afrique et dans le monde. Bon dimanche chez vous et à dimanche prochain. À la suite de la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, intervenue hier, vendredi 14